Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge ce jour à un médecin. Il est gynécologue, obstétricien, ancien ministre de la Santé du Burkina Faso. Le professeur Charlemagne Ouedraogo est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur Charlemagne Ouedraogo, on vous dit que vous êtes l'un des rares professeurs qui n'a pas sa langue dans sa poche. Est-ce que vous reconnaissez dans cette appellation ou cette qualification? C'est la première fois que j'apprends ça. Je suis moi-même et j'exprime ce que je pense dans mon domaine de compétences en général. Alors, nous sommes en octobre, le mois donc est consacré à un hommage qu'on rend aux femmes avec la sensibilisation et autres. Mais avant de revenir sur ce sujet qui fera l'objet de notre entretien du jour, vous avez été ministre de la Santé 1 an. Ça fait quoi de se faire appeler ancien ministre de la Santé du Burkina? Ben, ça vous rappelle que vous avez occupé une fonction, oui. Une fonction quand même qui est assez importante et prestigieuse, on peut le dire ainsi, et qui attendait beaucoup de vous, qui incarne de grandes responsabilités, et c'est ce que ça rappelle. Est-ce que vous avez été un peu choqué par la tournure, la fin du pouvoir de Roch Kaboré, comme vous étiez ministre en son temps? Ben, écoutez, c'est une question assez complexe. Ce sont des événements qui sont arrivés et il faut le prendre comme ça, et puis ce qui est important, c'est que le Burkina reste debout et chacun doit œuvrer à ce que ce soit ainsi. Les événements qui ont précipité la fin du pouvoir, est-ce qu'en son temps, vous avez essayé d'appeler le président, le premier ministre pour leur parler, leur apporter votre soutien spécifiquement? Si on peut passer sur ça, parce que ce sont des questions assez complexes. Et ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans, mais c'est toujours important de savoir comment vous avez digéré ou bien vous n'avez pas encore digéré. Ben, il n'y a pas à digérer, il n'y avait même pas quelque chose à digérer, donc ce n'est pas la première fois que le Burkina fait face à des situations comme ça, donc ça fait partie de notre histoire, il faut prendre ça comme ça et puis on avance. Voilà. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'ancien président Roch Kaboré? C'est mon ancien patron, donc les relations sont excellentes, comme ça l'était avant que je ne sois ministre de la Santé, donc il n'y a pas de souci. De ministre de la Santé, au retour au travail continu, comment vos collègues vous regardent aujourd'hui? Quelle est la perception qu'on a de vous? Alors, je n'ai pas fait de sondage pour chercher à savoir. Ce qui est important pour moi, c'est mon travail. Je pense que quand j'étais même ministre de la Santé, je n'avais jamais arrêté mon travail. Je continue à prendre mes gardes et à donner mes cours à l'université. Je suis un professeur titulaire d'université et donc mon volume horaire de cours, je l'assume toujours en cumulant ça au poste de ministre de la Santé. Donc, ça n'a pas posé de problème du tout. Et après, j'ai continué à plein fouet dans mon travail à 100%. Et c'est ce que je fais au CHU de Borodgo au quotidien. Est-ce que c'est une leçon aussi que vous voulez donner aux autres en disant, même si vous êtes dans la fonction ministérielle, il ne faut jamais abandonner son métier de rêve quand on peut continuer à l'exercer? Non, ce n'est pas des leçons à donner à quelqu'un. Je n'ai pas cette prétention, mais je dis ce que je fais et je n'oublie pas d'où est-ce que je suis venu. Ça, c'est très important. Et je suis praticien depuis 30 ans. Donc ça, je ne peux pas l'abandonner du jour au lendemain pour quoi que ce soit. Peut-être c'est vous, mais on a vu certains, quand ils ont voulu repartir dans leur ministère, ils n'ont pas pu le faire. La honte, un peu, ils se prenaient la tête, la grosse tête et autres. Non. Sauf si vous pensez que ce poste-là vous a donné une valeur que vous n'aviez pas avant. Sinon, je pense que non, pas du tout. Il faut rester, avoir la tête sur les épaules et puis on continue son travail normalement. C'est des postes de passage. Quel que soit, même s'il n'y avait pas eu des événements, un beau jour, vous ne serez plus ministre. Donc, en occupant ce poste, vous devez mettre en tête que vous allez partir un jour. Donc, ayez un comportement digne de ce nom pour que vous puissiez continuer à collaborer avec les uns et les autres une fois que vous allez quitter le poste. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. Certains disent, quand on regarde tous les avantages, chauffeur, sécurité, à domicile comme au bureau, un peu partout, vous avez tout un département, c'est vous qui êtes le métronome de tous les départements ministériels, ça fait monter des folies, ça donne des idées. Non, sauf celui qui ne l'avait pas analysé avant. Sinon, non. Je suis désolé, mais non. Moi, ça ne m'est jamais monté la tête. J'ai toujours habité chez moi. Je n'ai pas habité dans une maison ministérielle. Vous avez fait la proposition en son temps?
C'est possible pour les différents ministres, mais je pense que j'étais bien confortable chez moi à la maison. Et puis voilà, je ne suis pas abusé des biens de l'État. J'avais mes véhicules pour rouler, donc voilà. Je pense qu'il faut, en rentrant dans ça, il faut savoir que c'est une mission qui a des garde-fous. Il ne faut pas dépasser les garde-fous au risque donc de vous exposer à des difficultés. Donc c'est ce que chacun doit faire pour éviter les problèmes. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas voulu avoir des problèmes de l'après-ministère que vous n'avez pas changé votre équipe, entre autres, quand vous étiez ministre de la Santé? Non, c'est pas cela. Je n'ai pas changé d'équipe quand je suis arrivé parce qu'il fallait aller vite. Vous imaginez, quand il y a un turnover très rapide, il faut que vous vous remettiez à apprendre, vous et ce que vous avez apporté. Donc, dans un premier temps, si vous voulez capitaliser les acquis de celui que vous avez remplacé, il faut garder la même équipe, vous leur donner l'énergie et l'orientation pour dérouler votre mission. Et ça, c'est très important dans toute équipe quand vous arrivez. Si vous changez tout le monde, vous allez avoir un temps de latence avant donc de vous mettre dans le bain. Et le temps qui passe, c'est difficile de rattraper. On vous dira la question de la confiance, directeur de cabinet, secrétaire général, DMPE. Il y a des postes stratégiques tout de même quand le ministre a eu. Il a les prérogatives de les changer ou pas? Oui, il peut les changer. Oui. Il n'y a pas de souci, il peut les changer. Il peut attendre un moment avant de les changer. C'est comme ça que ça se passe, au fur et à mesure. Mais d'emblée, vous n'arrivez pas et puis immédiatement vous changez les gens. Vous risquez donc d'avoir des difficultés. Même si vous êtes suffisamment intelligent, ça va être assez difficile. Et je pense que quand vous arrivez, vous retrouvez des gens qui étaient déjà là. Il faut avoir du respect pour ceux qui ont gardé la maison jusqu'à ce que vous arrivez et ne pas penser que vous pouvez, vous seul, faire dérouler le programme. Ce n'est pas possible. C'est un travail d'équipe. Quand bien même c'est vous le responsable, vous devez faire confiance à ceux que vous avez trouvés là. Vous leur donnez l'énergie, quitte à ce que une personne ne vous donne pas les résultats escomptés. Et en ce moment, vous pouvez changer la personne. Mais changer pour de principe, je pense que ce n'est pas intéressant. Et ça dit clairement que dès le premier jour, vous avez préparé votre départ du ministère de la Santé. Je crois que quand on vous appelle à ce poste-là, vous fonctionnez comme si le lendemain, vous n'allez pas rentrer dans votre bureau. C'est aussi simple que ça. Il faut vous mettre dans la tête que ce n'est pas votre finalité. Vous ne prendrez pas votre retraite en tant que ministre et que vous serez appelé à partir pour laisser la place à une autre personne. Comme vous-même, vous avez remplacé quelqu'un. Et vous devez être capable de continuer l'activité que vous étiez en train de mener avant d'occuper ce poste. L'actuel ministre de la Santé, quand il vient à Bogodoko, comment il vous regarde, comment vous discutez? On a toujours échangé. Je vais plusieurs fois dans son bureau. Il vous appelle quoi, monsieur le ministre? Vous l'appelez monsieur le ministre? C'est des expressions consacrées par respect que nous avons entre nous. Et puis, moi, je me sens bien dans mon titre de médecin, professeur aussi. Donc, toutes les appellations, je prends, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et avec l'actuel ministre de la Santé, on se connaissait bien avant, on travaillait bien avant et on continue de travailler ensemble pour l'intérêt donc des masses populaires. Voilà, rien que récemment, j'étais à Koudgou pour réfléchir sur des questions particulières qu'il nous a demandées afin qu'il prenne une décision éclairée pour l'intérêt du Burkina Faso. Donc, le travail se poursuit. Je pense qu'on n'attend pas d'être à ce poste pour travailler. Et quand on quitte aussi, il faut savoir qu'on vit au Burkina et qu'on doit travailler pour le Burkina. Et c'est ce que je continue de faire. Ça renvoie donc à cette expression. Le ministre n'est rien d'autre qu'un serviteur de l'État. Absolument, oui. Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un commis de l'État, c'est une mission. Et cette mission a un début et une fin. Et il faut rester concentré sur la mission et savoir que seul vous ne pouvez pas dérouler la mission. Vous avez besoin des uns et des autres. Et c'est important de l'avoir à l'esprit pour pouvoir incarner un leadership transformationnel qui vous permet d'atteindre vos objectifs et de pouvoir identifier vos insuffisances au fur et à mesure et de les corriger ensemble. 3 ans après, il n'est plus ministre de la Santé. Le Burkina continue son petit bonhomme de chemin. Ouvrons un gros chapitre consacré aux dames. Tous les mois d'octobre, on parle de mois rose, carnet rose. Chacun avance un argument comme il le veut. Vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce que vous pensez que toutes les maladies liées aux femmes sont des maladies de santé publique qui préoccupent toute la nation entière de façon générale? Pas toutes, oui. Mais les cancers en particulier. Oui.
Alors, les cancers en particulier qui frappent la gente féminine constituent un problème de santé publique à l'échelle mondiale et au Burkina aussi en particulier. Alors, ouvrons étape par étape, comme disent les Anglais, step by step. Commençons par le cancer du sein. Alors, trop de choses se disent autour du sein finalement. Est-ce l'homme qui doit aider la femme à éviter le cancer ou c'est elle-même qui doit aller à l'hôpital? Alors, l'homme doit aider la femme. La femme également doit prendre conscience qu'elle doit s'occuper de sa santé sexuelle et reproductive. Et les seins constituent un organe sexuel et elle doit prendre soin parce que ce sein, il subit des transformations, il peut être exposé à plusieurs maladies, parmi lesquelles le cancer est la maladie la plus grave. Et chaque femme, en âge de procréer, doit avoir une consultation annuelle et aussi être au courant des signes d'alerte pour pouvoir faire une démarche vers une équipe soignante en cas de besoin. Son conjoint doit l'accompagner, l'encourager, l'inciter pour qu'elle puisse respecter ce calendrier de prévention afin de ne pas être surpris par une maladie aussi grave que le cancer du sein. Je rappelle que c'est une maladie grave. Alors, de façon générale, on vous dira au Burkina, on n'a pas les moyens d'aller en consultation. Pour ceux qui se plaignent de cette situation, qu'est-ce qu'ils font finalement? Non, je crois qu'à ce niveau, le gouvernement a fait de gros efforts qu'il faut saluer. Et vous avez vu récemment la présentation des cliniques mobiles. Il faut saluer ces initiatives. Et il y a également un responsable qui s'occupe du programme cancer. Et il y a la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina que je préside qui a mobilisé tous ses membres pour offrir des services de prévention à toute la population qui en a besoin. Et il y a également l'équipe des sages-femmes à travers leur fêtière qui est également sur le terrain en collaboration avec les autres corps de métier pour que toutes les femmes puissent bénéficier d'une consultation annuelle pour apprendre à se palper les seins, à reconnaître des signes de gravité sur l'enveloppe cutanée du sein pour pouvoir consulter en cas de besoin. Alors justement, on en parle parce qu'on a parlé de consultation, de palpation entre autres. Oui. Dans ce cas de figure, pour la société de façon générale, on dit c'est honteux pour certaines femmes de se déshabiller pour se faire palper les seins, entre autres. Est-ce qu'il faut dépasser justement ces clichés-là pour se faire consulter ou accepter même à domicile de se faire palper par son mari, par exemple, quand on est une femme mariée? Non, je pense que c'est un postulat. La femme a juste besoin d'être rassurée. Ok. Si vous arrivez à rassurer la femme, toute femme, il n'y a pas une femme qui n'est pas pudique. Mais si vous arrivez à rassurer la femme, et c'est même une obligation dans le cadre de l'approche pour la consultation, de mettre la femme bien à l'aise, afin de pouvoir procéder à un examen qui respecte toute sa nudité. C'est très important d'établir cette relation de confiance entre l'agent de santé et l'utilisateur des services de santé pour que la continuité des soins puisse se dérouler. Et à ce niveau, en pratique quotidienne, nous n'avons pas de difficulté d'approche avec les femmes qui viennent solliciter nos services. Et quelles sont les différentes étapes? Celles qui nous regardent doivent se retrouver dans une dynamique pédagogique. Je souhaite que l'émission en soit ainsi. Alors, quelles sont les différentes étapes qui peuvent commencer à faire douter la femme sur la santé de ses seins? Alors, il faut dire que quand vous êtes une jeune fille, les seins, en général, quand on est adolescente, jeune, sauf les personnes qui sont obèses, les seins, le bout des seins regarde tout droit. Ou regarde en bas lorsque vous avez un surpoids ou de gros seins. Si vous avez le bout du sein, le mamelon, qui regarde à droite ou qui regarde en haut ou à gauche, ce n'est pas normal. Il faut aller voir un médecin. Si vous avez une partie du sein qui prend l'aspect de peau d'orange avec une accentuation des pores des poils, il faut aller voir un médecin. Si vous avez un écoulement sanglant au bout du sein, il faut aller voir un médecin. Si le bout du sein vous gratte de façon unilatérale, pas sur les deux seins, au point de créer une inflammation, il faut aller voir un médecin. Si en palpant vos seins, et ça j'ouvre la parenthèse pour dire que toutes les femmes doivent apprendre à se palper les seins une fois par mois après le cycle menstruel lorsque les règles sont finies. Cadran par cadran, en divisant le sein schématiquement en 4 par 2 lignes passant par la verticale et l'horizontale par le bout du sein. Et méthodiquement, avec la main bien à plat, on écrase le sein contre la poitrine de façon concentrique, cadran par cadran, et on termine en empaumant le sein pour
presser et regarder qu'est-ce qui va couler. Elle-même qui doit le faire. Hein? Elle-même qui doit le faire une fois par mois. Mais son conjoint aussi peut l'aider. On y reviendra. Son conjoint peut l'aider, mais elle peut le faire une fois par mois. Et si ce qui coule n'est pas du sang, il n'y a pas à s'inquiéter. Et si c'est un liquide qui ressemble à du lait, par exemple? Il n'y a aucun problème. Le sein est une glande, ça sécrète, c'est normal. Et la femme doit le faire une fois par mois, pas tous les jours, parce qu'elle aura l'impression d'être malade, parce que le sein est tellement irrégulier qu'elle aura l'impression d'avoir des boules. Irrégulier, c'est-à-dire? C'est important de préciser quand cela. vous palpez le sein, c'est pas lisse. Vous avez l'impression que vous avez des irrégularités à l'intérieur. Une fois par mois, si elle fait cet examen, si d'un mois à l'autre, il y a un changement, elle va remarquer et en ce moment, elle peut aller pour un approfondissement d'examen sénologique des seins et écouter une réponse de l'agent de santé. C'est ce que les femmes doivent faire une fois par mois et leur conjoint également doit apprendre à palper les seins pour aider la femme. Et très souvent, on a des hommes qui ont découvert des boules dans le sein de leur femme alors que la femme même ne l'avait pas retrouvée. Et donc, la grosse préoccupation, c'est la petite boule, justement. Peu importe la taille de la boule. Peu importe la taille de la boule, une boule dans le sein est anormale et doit être explorée jusqu'à preuve du contraire. On entend très souvent, et ça revient de façon récurrente dans l'actualité, que les hommes doivent sucer les seins de leurs femmes. Ça fait rire. Est-ce que c'est également une manière de prévenir justement le cancer du sein? Alors j'ai fait une capsule récemment et ça fait un peu viral sur la toile. C'est vrai, je le répète, les hommes doivent apprendre à sucer, pas dévorer, à sucer les seins de leur femme. Ah non, c'est important. Pas dévorer, à sucer les seins de leur femme. Disons que les hommes doivent s'intéresser à l'organe sexuel qu'est le sein. En dehors du fait que le sein va être utilisé pour nourrir un éventuel bébé, c'est un organe sexuel. Et dans l'approche sexuelle du couple, le sein ne doit pas être ignoré. Il est important que l'homme apprenne à reconnaître la normalité du sein de sa femme, toute l'enveloppe cutanée et également la configuration de la glande à travers une approche méthodique. Et puis, s'il s'intéresse au sein de sa femme, eh bien, s'il y a une anomalie qui n'existait pas d'une période à une autre, il pourra attirer l'attention de sa femme. Est-ce qu'il doit le faire le bout du sein? S'il y a du sang qui s'écoule, eh bien, c'est l'occasion de dire, madame, il faut qu'on aille à l'hôpital parce qu'habituellement, il n'y a pas de sang qui sort, mais aujourd'hui, il y a du sang qui sort. Est-ce que l'homme est appelé à sucer régulièrement ou bien il y a des périodes déterminées pour ça? Non, ce n'est pas obligé, c'est pour ceux qui aiment. Je dis, quand vous avez une approche sexuelle avec votre femme, le sein ne doit pas être négligé parce que c'est un organe sexuel. Si vous le négligez, vous perdez quelque chose en plus dans votre sexualité. Voilà, c'est tout un art. Et donc, l'homme doit s'intéresser à la glande mammaire parce que ça fait partie des organes sexuels. Alors, quand vous dites il faut savoir s'y prendre, quelle est la meilleure méthode finalement pour ceux qui nous regardent sur Burkina Info qui veulent effectivement passer à l'acte? Comment ils doivent s'y prendre pour ne pas agresser la bonne dame justement? Non, nous leur demandons de venir parce que sinon, nous leur demandons... Donc vous ne pouvez pas expliquer comment l'homme doit faire pour sucer les seins de sa femme? Il faut éviter de mordre avec les dents. Ok, ça c'est la première des choses. Oui, il faut éviter de mordre avec les dents. Regardez bien quand votre enfant tête sa mère. Quand il mord, qu'est-ce que la mère fait? Pour lui dire attention, on ne mord pas le bout du sein. Donc il ne faut pas mordre parce que si les dents passent dessus, vous pouvez créer des lésions cutanées et ça fait mal à la femme, ça va casser son rythme sexuel. Donc il faut utiliser ses lèvres, il faut utiliser sa langue et éviter de mordre le bout du sein. Donc les dents, il faut éviter au maximum de les utiliser. Alors c'est ce que j'ai dit dans mes publications, il ne faut pas mordre, il ne faut pas mordiller. Est-ce qu'il est arrivé des moments où les hommes se sont tellement mal comportés que cela a laissé des taches indélébiles chez la femme en termes de maladies au niveau des seins? Absolument, mais ce n'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Non, ce n'est pas fréquent. Il y a très peu d'hommes barbares. En général, les hommes qui s'intéressent au sein de leur femme sont assez méthodiques et d'une approche assez délicate. Le mot dévorer, donc, on peut le nuancer avec vous finalement? Oui. Quand je dis dévorer, il ne faut pas mordre avec les dents. Okay. Voilà. Alors, on évolue dans l'émission. Vous avez parlé de palper. Comment l'homme doit s'y prendre? C'est la même méthode que la femme? C'est la même méthode. Okay. Il faut palper cadran par cadran, empoigner le sein à la fin et faire une expression douce pour voir qu'est-ce qui va sortir au bout. Si c'est du sang, ce n'est pas normal. C'est uniquement le sang qui pose problème? C'est uniquement le sang surtout qui pose problème.
En dehors de ça, les seins qui sont infectés vont laisser couler du pus. Mais là, déjà, le sein fait mal. Et c'est difficile même de l'employer parce que ça fait mal. Et la femme a une tumeur souvent fluctuante qui dit qu'il y a du pus dedans et il faut aller à l'hôpital. Et quand on dit de ne pas mordre le bout du sein, c'est parce que si vous mordez et que vous écorchez la peau, eh bien, au contact de l'environnement, le sein peut s'infecter et avoir un abcès du sein. Et ça va vous occasionner encore des dépenses de santé. Oui. Voilà. On entend dans la société africaine, notamment chez les Mossi, Gouré. Je ne sais pas, bon, la traduction. Voilà, vous comprenez un peu. Il y en a qui disent qu'il faut aller balayer le sein, qu'il y a des vers ou encore. En tout cas, il y a trop de non-dits autour. Alors, est-ce que vous demandez systématiquement toutes ces méthodes-là, vous les rejetez en bloc? Non, c'est souvent certaines pathologies du sein. Vous savez, quand on dit Gouré, ça peut revertir plusieurs significations. Vous avez entendu parler souvent? Oui, bien sûr. Oui. Retenez que ce sont les situations en général où la femme a très peu de lait pour son enfant, où il y a des interprétations quand l'enfant a des coliques du nouveau-né, on pense que c'est parce que le lait n'est pas de bonne qualité que ça donne cela. Donc ce sont des interprétations, mais en réalité, il n'y a pas de fourmis qui sortent du sein. Voilà. Voilà, il n'y a pas de fourmis. Je n'ai jamais vu. L'histoire de balai ou autre, là, quand on dit qu'il faut... C'est des procédures traditionnelles. Oui. Peut-être ça marche pour celui qui croit, mais je n'ai pas encore vu qu'il y a des fourmis qui sont sorties du sein quand on a balayé. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Est-ce que ça dit clairement que les femmes doivent éviter toute méthode traditionnelle quand il y a des signes prémonitoires qui mènent vers un cancer du sein? Non, il y a des pratiques traditionnelles qui sont néfastes à la santé sexuelle et reproductive. Lesquelles, par exemple? Il y a également, par exemple, écraser le sein, prendre un objet dur tel que du bois ou un pilon pour écraser le sein parce qu'on pense qu'on va éliminer des microbes dans le sein. Ça, c'est une pratique traditionnelle néfaste parce que ça va faire mal à la femme, ça va faire saigner à l'intérieur et ça peut donner des abcès du sein après. Ce n'est pas une bonne pratique. Ça, par exemple, ce n'est pas bien. Vous avez également des démarches vers des circuits traditionnels face à des gros cancers du sein. Oui. Et quand ça arrive dans nos structures, c'est déjà à un stade très avancé et on ne peut faire que des traitements palliatifs. Et régulièrement, on en trouve. Et quand on pose la question, eh bien, on retrouve un itinéraire thérapeutique qui ont égaré donc ces femmes. Oui, mais cet itinéraire, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà dès les premiers moments, on dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, on a tel guérisseur, on a telle personne qui peut nous aider avec les plantes? Mais bien sûr, oui. C'est comme par exemple les gens qui ont des fractures. Oui. Avant d'aller chez le traumatologue, on a fait les rebouteurs, etc. Et on arrive avec souvent une gangrène du pied. Oui. Voilà, donc c'est pareil chez nous. Et le cancer du sein, chaque jour qui passe, c'est des milliards de cellules qui se multiplient. Et le cancer n'est pas stationnaire, il s'aggrave toujours. Tout cancer diagnostiqué qui n'est pas traité s'aggravera chaque seconde jusqu'à ce que ça tue l'organe qui le porte. Ça, c'est très important à savoir. Donc, il n'y a pas de temps à perdre quand on a un cancer. Il faut suivre l'itinéraire thérapeutique. Et de notre expérience au Burkina, c'est le traitement moderne qui a toujours donné son efficacité dans la prise en charge du cancer du sein, je le répète. Le cancer du sein, justement, restons là-dessus. Il y en a qui disent que quand on arrive à un stade avancé, il faut faire une ablation totalement du sein. C'est à quel moment il faut l'enlever? Pas forcément à un stade avancé, ça dépend du type de cancer. Oui. Si vous avez un cancer multifocal, même s'il est petit, il faut enlever tout le sein. Il y en a qui vous disent que dans certaines communautés religieuses, on dit, bon, c'est vrai que il y en a qui disent que c'est sensible, mais parlons-en, c'est pour de la santé publique. Oui. Enlever le sein, c'est comme si vous êtes une personne qui n'est plus complète. Vous en avez entendu aussi parler? Oui, c'est comme si on ampute la main de quelqu'un. Oui. C'est une personne incomplète. Oui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une nécessité pour vous permettre de vivre, de faire cela? Tout dépend de l'approche et du counseling qu'on fait à la femme et au couple sur la préoccupation. Quand une femme a un cancer, comme d'ailleurs pour tout cancer, dès qu'on vous dit qu'il y a un cancer, vous êtes perdu, vous voyez déjà le noir, vous voyez la tombe, vous voyez la mort, etc. Non. Dans le cancer du sein, on peut vous traiter et vous allez guérir et aller mourir d'autre chose que le cancer du sein. À 100%. Absolument. Il y a des femmes... ça dépend du diagnostic alors. Mais bien sûr. C'est pour cela que, en tant qu'agent de santé, nous nous agitons tous les jours pour que les femmes fassent une démarche pour qu'on puisse faire un diagnostic précoce.
quand le cancer est diagnostiqué précocement, vous pouvez recevoir les différents traitements, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, traitement adjuvant, et vous allez guérir. La liste est longue, hein, mais restons sur le cas des ablations. Est-ce que c'est vraiment le côté extrême de la chose quand on arrive à enlever le sein? Absolument, parce qu'il y a des types de cancers qui ne méritent pas que vous gardez le sein au risque d'avoir une récidive à court terme. Et la récidive peut emporter la femme à travers sa vitesse de propagation. Et donc, lorsque le spécialiste propose l'ablation du sein, c'est en toute connaissance de cause. La femme ne perd pas sa valeur, pas du tout. Et aussi... Est-ce qu'il vous a fallu souvent convaincre le mari, convaincre la dame qu'il faut enlever le sein? Est-ce que certains ont été réticents à accepter qu'on arrive là? Absolument. Il y a même le déni du cancer. Il y a des femmes qui refusent qu'elles ont le cancer. Wow. Ah oui, il y a des dénis, on en a vu. C'est dramatique. On en a vu. Il y a des couples qui refusent l'ablation. On prend le temps de leur expliquer. Ceux qui ont refusé l'ablation, eh bien, la maladie a évolué jusqu'au stade de métastase. Ça veut dire que la maladie quitte le sein, passe par la circulation, et va se localiser sur d'autres organes et crée d'autres lésions. Et ça rend la situation complexe. Et c'est comme... Donc c'est irréversible en ce moment? C'est irréversible. Lorsque vous avez des métastases, ça devient un traitement palliatif. Alors, sans être spécialiste du domaine, il nous est revenu également qu'on a eu à faire une ablation du sein gauche et puis finalement le sein droit aussi a été touché. Comment vous expliquez cela? C'est les métastases. Vous pouvez, en dehors des cancers génétiques qui peuvent donner ce genre de choses, ça fait 10% des cancers. Sur l'ensemble des cancers, il y a environ 10% qui sont des cancers transmis génétiquement. Et dans ces situations, vous pouvez avoir un cancer bilatéral des seins, comme vous pouvez avoir un cancer du sein droit. S'il est localisé au niveau de la partie interne, par propagation et contiguïté, ça peut contaminer l'autre sein. Il peut survenir aussi une métastase par voie sanguine avec une localisation secondaire sur l'autre sein contralatéral et donner un second cancer, mais dont le cancer initial se trouve sur le premier sein. Voilà, ce qui est important dans votre développement tout à l'heure, il faut rassurer les gens, le cancer ne signifie pas forcément la mort. Absolument, absolument. Oui. C'est une maladie grave. Mais lorsqu'on le diagnostique précocement, vous pouvez recevoir un traitement et guérir. Je dis bien guérir complètement et vivre sa vie normalement et faire face à d'autres défis que le cancer du sein. Alors, revenons sur quelques cas complexes. Une femme qui débute, qui a une grossesse d'1 mois, 2 voire 3 mois, qui découvre entre-temps qu'elle a un cancer du sein, comment vous traitez ce genre de situation? Alors, cela tout dépend du type de cancer. Mais dans ces situations, la loi permet d'interrompre la grossesse si toutefois le traitement du cancer rend l'évolution de la grossesse difficile. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre le cancer du sein et la grossesse? Absolument, il y a une compatibilité. Parce que les cancers sont le plus souvent hormonodépendants et avec la grossesse, vous avez beaucoup d'hormones et ça risque d'accélérer la progression du cancer. C'est pour cela que les cancers qui sont diagnostiqués en début de grossesse, on demande à la femme, on lui explique tout et on lui donne le choix, c'est pas imposé, d'interrompre la grossesse pour qu'on puisse donner un traitement qui lui permette de guérir. Quand on laisse la grossesse, eh bien ça va rendre la situation complexe et les deux peuvent finalement décider et ça pourrait donc être regrettable. Et au cas où peut-être la femme a accouché et on se rend compte que dans l'allaitement il y a des cas suspects, ça donne quoi finalement pour le bébé? Un cancer du sein n'est pas propre pour l'allaitement parce que la femme subit des traitements. Et en ce moment, on va donner un traitement, on va nourrir l'enfant avec des laits de substitution en attendant de soigner la mère pour que le sein soit de nouveau propre, donc pour donner à téter à l'enfant. Est-ce que dans ce cas de figure, ça surprend la médecine éventuellement? Il est arrivé des moments où la femme a fini d'accoucher et on s'est rendu compte qu'il y avait un début de cancer du sein. Absolument, absolument. Et souvent, on voit ce qu'on appelle la mastite aiguë carcinomateuse. Et ça donne une évolution très foudroyante dans le postpartum. Revenons maintenant sur le traitement même du cancer du sein. On dit les cheveux qui tombent, la chimiothérapie. Ce n'est pas du tout facile. Apparemment, ce sont des moments d'incertitude pour pratiquement toutes les femmes que vous avez sous votre responsabilité quand il faut faire la chimio. C'est vrai, mais il faut expliquer. Oui. Encore une fois de plus. Tous les médicaments ont des avantages et des inconvénients et des effets secondaires. Même le simple paracétamol qu'on a l'habitude de consommer a des effets secondaires. Même quand c'est mineur, il y a des effets secondaires. Il n'y a pas de médicament sans effets secondaires. Donc, il faut expliquer à la patiente pour qu'elle comprenne
et que durant le traitement par chimiothérapie qui dure en moyenne 6 mois, tous les 21 jours, eh bien, elle va perdre ses cheveux. Mais lorsque le traitement va finir, eh bien, elle pourra avoir de nouveau ses cheveux et pouvoir faire sa coiffure comme elle veut. C'est juste une période transitoire durant le traitement. Ne pas avoir honte, parce que souvent on a l'impression que c'est ça qui pose problème chez certaines femmes. Mais c'est l'accompagnement et la prise de conscience. Oui. Tout part de la communication que vous avez avec la patiente. Si vous avez une communication qui rassure, qui lui permet de garder ses valeurs et sa dignité, il n'y a pas de raison que la femme puisse paniquer. Est-ce que le rôle de la famille est très important en ce moment-là, quand la femme est diagnostiquée avec un cancer du sein? Ce n'est pas important, c'est crucial. Okay. L'accompagnement familial. Il ne faut pas l'abandonner. Parce qu'on a vu des cas où on a dit les femmes sont en traitement et sont abandonnées à elles-mêmes. C'est vrai. Souvent, c'est parce que le traitement est onéreux et vous avez un entourage qui n'est pas capable de payer et donc on abandonne la femme. Mais il est important pour que la femme puisse traverser. On n'est jamais suffisamment fort pour traverser une situation de cancer. Jamais. Jamais. Non. On a toujours besoin de l'entourage et surtout de sa famille. Ça permet de remonter le moral parce que ça occupe une place importante et de faire face aux différents traitements complexes et dans leur enchaînement et la gestion de leurs effets adverses. C'est très important. La chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et les autotraitements adjuvants ou même la thérapie ciblée. Alors, je voulais qu'on fasse une escale. On a beaucoup parlé des femmes, des enfants, entre autres, sur les jeunes filles. Est-ce que vous avez une prévalence un peu élevée au niveau de la gente féminine aujourd'hui? Non, il faut dire que le cancer du sein augmente avec l'âge. Okay. Vous avez très peu de cancer du sein avant 26 ans. Ah, donc, avant 26 ans, les jeunes filles sont tranquilles, logiquement, pas de perspective de cancer? Non, c'est rare. Okay. En matière de santé publique, on ne va pas mettre nos efforts sur cette tranche. Okay. Parce que vous risquez donc d'investir beaucoup pour pas grand-chose. Cependant, les jeunes filles dont les mères ont eu un cancer, dont les grands-mères ont eu un cancer, attention, il se pourrait que ce soit un cancer génétiquement transmis. Elles doivent faire leur dépistage pour voir si elles ne portent pas le gène qui codera pour la survenue du cancer. Ça, c'est très important. Mais en dehors de ça, par exemple, pour le dépistage, pour ces jeunes filles-là, c'est l'autopalpation. Elles ne feront pas de mammographie. Ça ne sert à rien que les jeunes filles se mettent à s'aligner pour faire de la mammographie. Ça ne sert à rien du tout. On perd de l'argent, on perd du temps et on prend des rayons pour rien. Là, le dépistage par mammographie est beaucoup plus efficace chez des femmes d'un certain âge avancé. Au moins 45 ans. Au moins 45 ans. Oui. Si vous allez en Europe, ce qui est remboursé par la sécurité sociale, c'est 50 ans. Mais au regard donc du rajeunissement de l'âge au diagnostic du cancer au Burkina Faso, je pense que 45 ans, démarrer donc la mammographie tous les 2 ans, c'est quelque chose de bien. Si vous faites la mammographie pendant l'adolescence, eh bien le sein est pauvre en graisse. Et la lecture des images est difficile. Et même s'il y a une lésion, on ne va pas voir. C'est pour cela qu'on préconise la mammographie systématique à un certain âge avancé, au-delà de la quarantaine, mais pas avant. Avant, c'est lorsqu'il y a un problème sur le sein, le médecin demandera l'écho, la mammographie, avec des indications précises, ce qui permet aux spécialistes en radiodiagnostic de pouvoir répondre de façon pertinente à la question du praticien. Voilà qui rassure un peu. Ça veut dire clairement que les jeunes filles qui ont moins de 30 ans, c'est très rare d'avoir donc des saignements. C'est très rare. C'est pas fréquent. On peut avoir des pathologies du sein telles que des adénofibromes. Qui sont des boules, qui sont des tumeurs bénignes, qui sont dans le sein, mais qui ne sont pas un cancer. Mais ça s'appelle adénofibrome. À les extraire à temps. Absolument. Et sans ça qui ait des conséquences. Non, sans problème. Avec des incisions très esthétiques qui lui permettent de ne pas avoir des cicatrices disgracieuses sur l'enveloppe cutanée. Voilà qui est bien dit. On parle aussi du cancer du sein chez les hommes. Oui. À quel moment l'homme peut être naturellement victime de cette maladie? Quelle est la tranche d'âge? Quelles sont les meilleures pratiques entre autres à avoir? C'est les hommes d'âge avancé, au-delà de 40 ans. Okay. C'est au-delà de 40 ans. Si vous avez une boule dans le sein, si vous avez une dermatose sur le sein qui gratte ou qui donne une plaie qui n'est pas habituelle, il faut aller consulter votre médecin, que ce soit un médecin généraliste ou une sage-femme ou n'importe quel agent qui a une compétence en santé sexuelle et reproductive peut regarder et pour faire des examens et vous dire ce qu'il y a
pour vous rassurer. Mais les lésions sur le sein, c'est jamais banal. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il faut qu'on dise que c'est banal lorsqu'on a fini de faire sa consultation et que le médecin vous rassure. Est-ce que vous avez eu des cas de cancer du sein à Bogodogo, là où vous travaillez aujourd'hui, des hommes? Non, moi je n'ai pas rencontré de cancer du sein. J'ai des collègues qui en ont rencontré, mais au niveau de la gynéco, déjà vers nous ils ne viennent pas beaucoup. Je n'ai pas vu de cancer du sein depuis que je travaille à Bogodogo, chez l'homme. Voilà mais ça existe chez des collègues qui en ont rencontré. Voilà qui est bien clair. On a beaucoup parlé du cancer du sein. Parlons de notre cancer féminin qui prend de l'ampleur aussi. C'est le cancer du col de l'utérus. Absolument. Alors, à ce niveau, comment ça se manifeste et comment les jeunes filles doivent s'y prendre pour ne pas l'avoir, jeunes filles ou femmes, de façon générale en tout cas? C'est le deuxième cancer de l'appareil génital. Après celui du sein, vous avez celui du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est différent du cancer du sein. Totalement différent. Ça n'a pas la même problématique, la même progression, ni les mêmes causes. Si vous me posez la question, quelle est la cause du cancer du sein, je vous dirais dans 10%, c'est génétiquement transmis. Tout le reste, je n'en sais rien. C'est une maladie énigmatique. Les facteurs de risque qu'on décrit, la plupart des femmes qui ont le cancer n'ont même pas ces facteurs-là. Mais si vous me dites cancer du col de l'utérus, je vous dirais, dans 70% des cas, c'est une maladie sexuellement transmissible due au virus HPV dans ses différents sérotypes cancérigènes, 16, 18 et bien d'autres. Donc c'est lié naturellement le cancer du col de l'utérus aux pratiques sexuelles des femmes? Pas des femmes, des hommes, puisque c'est l'homme qui transmet la maladie à la femme, mais lui-même n'en développe pas de cancer dû à ça, comme ça au niveau de son pénis. Donc ce sont les hommes qui sont les bourreaux en matière de cancer du col de l'utérus. C'est eux qui ensemencent le col de l'utérus à travers les rapports sexuels. Vous savez que le HPV, nous on l'appelle en gynécologie la grippe sexuelle. C'est tellement contagieux que dès les premiers rapports sexuels, vous allez vous faire contaminer par le virus HPV. Mais ce n'est pas parce que vous avez le virus que vous allez développer le cancer du col de l'utérus. Fort heureusement, l'organisme a une capacité de circonscrire l'infection et de l'éliminer. Ça s'appelle la clairance virale. Sur les 6 mois qui suivent après le contact, l'organisme va lutter et dans la majeure partie des cas, l'organisme va l'éliminer. Cependant, lorsque dans ce conflit, l'organisme n'arrive pas à éliminer le virus, c'est la persistance de ce virus qui fera le lit d'abord de la dysplasie, la lésion qui n'est pas cancer, puis ensuite le cancer. Et ça peut prendre 12 à 15 ans d'évolution. 12 à 15 ans d'évolution. 12 à 15 ans d'évolution. Est-il arrivé des moments où, quand on découvre le cancer du col de l'utérus, c'est devenu trop tard pour la femme? Absolument. Les femmes qui viennent des contrées profondes de Burkina, qui n'ont pas accès aux soins et qui ont une certaine pudeur, eh bien, c'est parmi cette population-là que nous retrouvons les formes évoluées. Mais lorsque vous consultez une fois par an, si vous faites votre dépistage du cancer du col tous les 3 ans, vous pouvez même jurer que vous n'aurez pas le cancer du col. Pourquoi? Parce que c'est un cancer d'évolution lente qui passe par des stades qu'on appelle lésions précancéreuses. Et le but du dépistage, c'est de retrouver ces lésions précancéreuses et de leur donner une sanction thérapeutique qui ne dure pas plus de 5 minutes et vous circulez. Pas plus de 5 minutes. Pas plus de 5 minutes. Oui. Donc ça veut dire que toutes les campagnes que nous voyons aujourd'hui, quand on apprend qu'il y a une campagne quelque part, les femmes doivent se dépêcher. Mais absolument. Ouais. Mais c'est une opportunité et c'est encore l'occasion pour moi de féliciter toutes les initiatives du gouvernement dans ce sens depuis plusieurs années. Et tous les gouvernements qui se sont succédés sont restés dans cet engagement et c'est quelque chose de salutaire. Le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus au Burkina est gratuitement offert par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire. La prise en charge des lésions précancéreuses est également gratuite sur toute l'étendue du territoire. Et l'avènement des cliniques mobiles est venu pour donner encore un coup de pouce à cette stratégie de prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Alors, parlons justement le cancer du col de l'utérus. Comment ça se manifeste? Quels sont les premiers signes annonciateurs de cette maladie-là chez la femme? Pendant toute la période des lésions précancéreuses, il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de saignement, vous n'avez pas mal, vous procréez, vous avez votre vie sexuelle normalement. Le premier signe du cancer avéré, ce sont les saignements après les rapports sexuels. Quand une femme saigne après les rapports sexuels? C'est pas normal. Une femme d'âge adulte qui saigne après les rapports sexuels, c'est pas normal, il faut aller voir un spécialiste. Une femme qui
fait sa toilette intime, après avoir introduit ses doigts, après elle voit qu'il y a du sang qui coule, elle doit aller voir le spécialiste pour qu'on puisse l'examiner ou au besoin faire des prélèvements pour rechercher une lésion qui pourrait être un cancer ou toute autre chose. Mais le maître symptôme du cancer du col qui s'est installé, c'est le saignement après les rapports sexuels. Ce sont les saignements isolés avec des pertes nauséabondes et qui inquiètent la femme. Les pertes blanches chez les femmes, hein, c'est ça? Non, pas des pertes blanches. Les pertes blanches n'ont rien à voir avec le cancer du col. Ce sont des pertes chocolatées, roussâtres et qui se sentent après mauvais. Et la femme elle-même doit comprendre qu'à cette étape-là, elle est vraiment malade. Ah oui, il ne faut pas avoir honte, il faut aller à l'hôpital. Il y a des solutions à l'hôpital. Il y en a qui disent qu'il y a des méthodes traditionnelles de toilette intime. Non. En tout cas, pas bon. Ah ben, vous avez entendu parler souvent, oui. Et chaque fois, on le dit, même les secrets dont on parle, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous parlez de quels secrets? Ben, ce sont les produits qui sont vendus dans la rue, soit disant que ça va bien nettoyer le vagin et améliorer la qualité de la vie sexuelle de la femme. Eh bien, parmi ces produits-là, la plupart sont des produits corrosifs qui vont créer des lésions au niveau de l'appareil génital et qui vont même détériorer la qualité de la sexualité du couple. Et je saisis l'occasion pour dire aux femmes de ne pas utiliser ces produits qui sont vendus dans la rue. S'il y a des préoccupations sur la sexualité et l'hygiène intime, les agents de santé sont là et sont bien outillés pour leur donner tous les conseils et les prescriptions nécessaires. Avant de revenir sur les produits qu'on vend au bord de la route, là, faisons une escale encore sur le cancer donc, du col de l'utérus. Vous avez soulevé justement les signes tout à l'heure, mais je vais vous entendre sur un autre élément très important. Quand on parle du cancer du col de l'utérus, vous avez parlé des rapports sexuels. Est-ce à dire que toutes les femmes doivent demander des rapports sexuels protégés, surtout celles qui ne sont pas mariées? Alors, on se demande même si le préservatif peut vous éviter d'avoir le HPV, puisque déjà avec les manipulations des mains, vous allez vous contaminer. Donc, ce n'est pas une question d'utiliser le préservatif. C'est une question d'abord, aujourd'hui, de saisir l'opportunité pour que ma fille, votre fille, nos filles, n'aient pas le cancer du col de l'utérus à l'avenir. C'est la vaccination contre le HPV qui est également gratuitement offerte par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire. Le vaccin tue le débat, en fait, à la limite. Oui, ça c'est un pour les jeunes filles aujourd'hui. Donc, toutes les jeunes filles, à partir de quel âge doivent faire le vaccin du col? On a estimé à partir de 9 à 14 ans parce que dans cette fourchette-là, la probabilité d'avoir eu des rapports sexuels est extrêmement faible. Donc, c'est dans cette fenêtre que l'action de santé publique a son importance. Lorsque vous avez déjà des rapports sexuels, la probabilité d'avoir déjà eu le virus est tellement élevée que le vaccin n'a plus de sens pour vous. Vous devez aller au dépistage. Donc, retenez aussi que toutes les femmes vierges qui n'ont jamais eu de rapport sexuel n'ont pas besoin de faire la vaccination si elles sont adultes, si elles ont choisi de ne pas vivre une vie sexuelle parce qu'elles n'auront pas le cancer du col. Elles sont à l'abri éventuellement. Elles sont à l'abri. Oui. Voilà, ce n'est pas sur ces femmes-là que nous allons concentrer nos... Elles n'ont pas besoin de faire du dépistage. Parce que si vous allez faire du dépistage sur ce qu'on offre, vous risquez de perdre votre virginité à travers les manipulations, puisque vous n'avez pas de rapport sexuel. Eh bien, vous pouvez choisir de vous vacciner, mais vous n'avez pas besoin d'aller faire donc, le dépistage avec les méthodes classiques que nous avons, qui utilisent des équipements pour introduire dans le vagin. Et les infections que les femmes prennent généralement dans les toilettes insalubres, dans les endroits publics, est-ce que cela peut déboucher sur éventuellement la destruction aussi du col de l'utérus? Non, mais d'une autre manière, mais pas le cancer. Ça peut être d'autres types d'infections, des mycoses, des infections bactériennes, parasitaires et autres, mais pas le cancer. Le HPV, la voie essentielle, pas la seule voie, c'est les rapports sexuels. Il y a bien d'autres voies, hein. Si vous allez dans une piscine qui est infecte avec beaucoup de HPV, parce que des gens infectés ont nagé là, vous pouvez avoir le HPV. Mais dans ce cas de figure, que doit faire la femme justement après la piscine? Il faut aller encore une fois de plus faire un examen. Non, déjà, toute femme qui s'adonne au dépistage du cancer du col de l'utérus ne doit plus avoir peur du HPV. Okay. Parce que si on voit une lésion, on lui donne un traitement en moins de 5 minutes et elle guérit. Ça, c'est un avantage. On peut décider d'éviter le cancer du col de l'utérus, ce qui n'est pas le cas pour le cancer du sein. Cancer du sein, on peut faire le diagnostic précoce, mais on ne peut pas décider de ne pas l'avoir. Mais pour le col, c'est possible. Et il suffit que les femmes utilisent les services offerts par le ministère de la Santé et c'est réglé. Et la vaccination, je veux qu'on insiste là-dessus pour les jeunes filles de 9 à 14 ans, vous avez dit. Oui.
Celles qui n'ont pas connu de sexualité, absolument, il faut les amener faire la vaccination. Absolument. Je veux qu'on ouvre un autre élément lié naturellement à l'organe génital féminin. C'est votre domaine de prédilection. Les gens n'ont pas une bonne image de vous, les gynécologues, finalement, parce qu'on trouve que vous manipulez les femmes des autres. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour ne pas vraiment en abuser? Non, vous savez, c'est un bémol qu'on nous jette pour pas grand-chose. Est-ce que souvent vous n'abusez pas aussi, vous? Non, on est professionnel. Vous êtes sûr? On est professionnel. Je suis le président des gynécologues. Je crois que je n'ai pas encore été saisi pour des situations de ce genre. S'il y en a, ben, nous sommes prêts à recevoir. Donc pas de mauvaises pratiques de la part des gynécologues? Non, ils sont quand même assez bien formés. Oui. Vous savez qu'on forme depuis plusieurs années les gynécologues au Burkina et on leur apprend beaucoup de choses à ce niveau-là. Le métier a de l'éthique qu'il faut respecter et il est important que les gens le sachent, que nous l'enseignons à la génération qui devient gynécologue obstétricien et donc qu'ils aient confiance aux gynécologues obstétriciens et nous leur faisons également des mises à jour qui leur permettent d'avoir une approche qui respecte la dignité de la femme et du métier pour ne pas justement jeter donc les gynécologues en pâture. Est-ce que, par exemple, si je prends votre cas avec toutes ces bagues-là, c'est pas évident que quelqu'un va accepter que vous touchez à son épouse? Mais non, mais vous pouvez venir voir mes consultations. Ces bagues, lorsque je dois travailler, je les enlève. Et quand je finis, je les reporte. On reviendra peut-être sur les bagues, sur le temps. Ça vous intéresse mes bagues? Non, on reparlera de ce que... Il y a 3 ans, vous avez évoqué le sujet. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Vous voyez, tous les jours, je suis dedans. Revenons donc sur cet aspect. Il y a des hommes qui sont réfractaires, hein. Quel que soit ce qu'on leur dise, on leur dira, tant qu'ils ne sont pas là, pas de consultation de leur femme par un gynécologue. Mais c'est normal. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui. On est d'accord. Oui. Vous savez que nous encourageons les hommes d'accompagner leurs conjointes. Okay. Pour que tout se dise. Parce que 4 oreilles valent mieux que 2. Sur les recommandations et les prescriptions que nous donnons. Et c'est par défaut que nous consultons les femmes seules. Autrement, notre souhait, c'est que le conjoint accompagne la femme parce qu'il y a des questions qui vont l'intéresser et la santé de la femme préoccupe son conjoint. Donc, c'est ce que nous encourageons. Malheureusement, beaucoup d'hommes n'accompagnent pas leur femme pour diverses raisons. Mais ce n'est pas parce que l'homme n'a pas accompagné sa femme que nous n'allons pas lui donner des soins. C'est une obligation de donner les soins à la femme qui fait la démarche vers l'agent de santé. Vous êtes le président des gynécologues obstétriciens du Burkina. Est-ce que vous avez un code de conduite auprès des jeunes? Vous leur avez parlé de ne pas vraiment faillir à leur métier? Absolument. Il n'y a pas seulement que dans la gynécologie, c'est dans toute la formation en médecine. Mais là, chez vous encore, c'est plus sensible qu'ailleurs. Vous savez, c'est d'abord la médecine. Si vous prenez le serment d'Hippocrate, tout est dit dedans. Mon État ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser les crimes. Ça veut tout dire. Et déjà, le médecin, en prêtant ce serment-là, l'ordre des médecins de Burkina leur inculque tout ça à travers un cours de l'éthique et de la déontologie qui existe au Burkina Faso, que tout le monde doit utiliser, toutes les spécialités. Évoluons vers la fin de cette émission. Je veux qu'on ouvre un chapitre consacré à l'organe génital féminin. Beaucoup de femmes vous disent après l'accouchement, ça devient autre chose. Vous avez parlé de celles qui vendent les décoctions ou les feuilles. Alors, il y en a qui vous disent, je préfère faire référence à la mère ou à la belle-mère qui dit de prendre, si elle refuse, ça donne un conflit conjugal. Vous vous dites non, ça n'a pas de sens finalement. Qu'est-ce que les femmes doivent faire dans ce contexte-là? C'est de faire la démarche vers la sage-femme, vers le gynécologue, vers l'infirmier, avec son conjoint, pour poser les préoccupations sexuelles après l'accouchement. Il y a des solutions médicales qui sont des solutions dénuées de toute complication et qui n'exposent pas l'appareil génital de la femme à une maladie. C'est ce que nous disons. Et après l'accouchement, il y a ce qu'on appelle la consultation postnatale. Et à cette occasion, on va échanger sur la planification familiale et on va également échanger sur la reprise de l'activité sexuelle. Et à cette occasion, on passe la parole à la femme, au couple, pour s'exprimer sur des préoccupations, en ouvrant donc la parenthèse pour leur dire qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, ils peuvent revenir pour avoir des réponses aux questions qui seront posées. La période requise, c'est combien de temps pour une femme qui a accouché par voie basse ou par césarienne? Les femmes qui ont accouché par césarienne, en dehors de la visite post-opératoire immédiate, il y a la visite du 45e jour qui permet de faire le point de tout ça
et de prescrire les différentes méthodes. Pour les femmes qui ont accouché par voie basse, c'est au bout de 2 mois, la femme va revenir pour qu'on puisse faire le point. Il y a eu des sutures d'épisiotomie pour faciliter l'accouchement. Est-ce que la cicatrisation s'est faite normalement ou pas? Il y a un certain nombre de préoccupations de santé qui existent, telles que l'allaitement, des difficultés particulières. Il y a aussi la question de la reprise de l'activité sexuelle parce que le mari a attendu quand même aussi pendant longtemps. Et donc, comment mener une sexualité en toute quiétude pour ne pas tomber enceinte pendant que l'enfant est en train de téter. Oui, mais très souvent, on a vu des cas où la femme est tombée enceinte avant qu'elle... l'enfant est en train de téter. Des accidents, ça arrive. Des accidents. Ouais. Est-ce que vous trouvez que ce sont les hommes qui ne sont pas suffisamment responsables à ce niveau-là? Non, vous savez qu'en matière de sexualité, il n'y a personne qui est bien aguerri pour donner des conseils à son camarade. C'est un domaine qui est assez complexe. Et donc, on ne juge pas. Quand il y a un problème, on essaie d'analyser pour accompagner les couples. Mais on ne juge pas. En matière de sexualité, il faut éviter de juger son camarade. Ouais. Voilà qui est bien dit. Est-ce que vous pensez que l'organe génital féminin peut retrouver sa forme d'antan après l'accouchement? Oui, à travers donc des rééducations du périnée. Et ça permet à la femme donc d'avoir un organe qui soit assez tonique pour que le contenu s'adapte au contenant. Contenu s'adapte au contenant. Voilà qui est bien dit, c'est une expression bien consacrée au niveau des gynécologues et obstétriciens. Il y a un autre élément qui revient de façon récurrente, c'est l'excision. Ça continue de prendre de l'ampleur dans certaines contrées, dans le silence absolu souvent, même s'il y a des campagnes qui sont menées. Est-ce à ce niveau-là, la recommandation est de continuer à dénoncer et à remettre en cause cette pratique qui date d'une certaine époque? Alors, il faut continuer la dynamique. Vous savez que feu le président capitaine Thomas Sankara a lancé une dynamique qui a donné des résultats aujourd'hui. Et tous les gouvernements qui se sont succédés après le feu capitaine Thomas Sankara, eh bien, chacun a continué cette dynamique-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, si vous avez regardé l'enquête démographique et de santé, le dernier qui a été publié cette année, eh bien, vous verrez que nous avons fait de gros efforts. Nous sommes passés de l'avant-dernière enquête de 76% d'excision à 56%. C'est un progrès énorme que vous n'allez pas voir dans les autres pays où l'excision persiste. C'est dire que le travail qui a été fait depuis de nombreuses années a porté un fruit et nous devons garder la dynamique, rester concentrés et continuer ce combat-là en apportant une innovation certes, mais en combinant les différentes stratégies pour pouvoir donc réduire l'incidence donc des mutilations génitales féminines. Fort heureusement aussi, celles qui ont été victimes, nous pouvons les réhabiliter en faisant une reconstruction du clitoris des femmes qui en ont besoin et qui expriment la demande. Est-ce que ça prend du temps justement la reconstruction du clitoris? Non, nous formons, nous avons même un diplôme en santé sur les réparations génitales et aussi sur la chirurgie intime. Il y a un diplôme universitaire et chaque année, nous formons les futurs gynécologues sur ces différentes techniques de chirurgie intime afin qu'une fois dans leur service, ils puissent offrir ça aux femmes qui expriment la demande. Ça ne dure pas pour reconstruire un clitoris, ça prend 15 minutes. Et pour la cicatrisation? La cicatrisation prend du temps, c'est 2 à 3 mois. Et il faut discuter avec le couple parce que pendant cette période, nous n'encourageons pas les rapports sexuels pour faciliter la cicatrisation afin qu'après le couple puisse retrouver une situation honorable. Très souvent, on entend dire qu'il y a des couples qui font 5 ans, 10 ans sans avoir d'enfants et ça crée même des conflits conjugaux. On trouve que les médecins que vous êtes, vous ne faites pas assez pour accompagner les couples. Est-ce que c'est lié au fait que nous n'avons pas assez d'examens prénuptiaux assez poussés pour éviter cette situation? Non, je pense que c'est une mauvaise perception. Il y a de gros efforts qui sont faits pour accompagner à l'échelle des médecins, à l'échelle du système de santé, à l'échelle des hôpitaux. Il y a en tout cas, il y a un accompagnement. Nous organisons des consultations de fertilité et au Burkina, vous avez même la procréation médicalement assistée qui permet d'apporter des solutions modernes aux couples en difficulté. Je voudrais rappeler ceci. Lorsqu'on parle de politique de planification familiale, il y a 3 volets. Très souvent, on néglige le dernier volet. C'est la contraception, c'est la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et c'est la lutte contre l'infertilité. Okay. Mais compte tenu du fait qu'on avait un indice de fécondité très fort qui atteignait 7 à 8, eh bien, on regardait plus ce volet contraception que le volet infertilité. Alors qu'à côté de ces couples qui procréent, vous avez beaucoup de couples qui ont des difficultés pour avoir un enfant et nous ne devons pas les abandonner, nous devons les accompagner. Et à ce niveau, il y a de gros efforts qui sont faits
pour accompagner les couples au Burkina, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. Et il y a de gros efforts qui sont faits et le secteur privé sont les pionniers et il faut encore les féliciter pour ce qu'ils font. Est-ce que souvent ce sont les hommes qui sont infertiles et qui refusent d'aller en consultation? Les stéréotypes là. C'est d'ailleurs de plus en plus. Avant, c'est la femme qui était stigmatisée, mais de plus en plus aujourd'hui, on voit plus une inversion de la tendance. On a beaucoup plus, de façon empirique, une stérilité masculine qui est encore beaucoup plus prononcée. C'est lié à quoi? Je crois que si vous faites le point même dans le monde, l'humanité est presque en péril parce qu'il y a une dégradation de la qualité du sperme à travers le monde. On ne sait pas pourquoi. Est-ce la pollution alimentaire, atmosphérique, le stress, notre nouveau mode de vie ou bien des mutations? Est-ce que pour le cas du Burkina, l'alcool, le tabac, ça peut appauvrir le sperme? Absolument. Ceux qui fument, ceux qui portent, qui ont tout le temps les testicules emprisonnés dans une culotte synthétique et qui dorment avec des boxers, qui n'aèrent pas leurs testicules. Est-ce que vous voulez dire que les hommes doivent dormir nus à tout moment? Il faut libérer le testicule. Le testicule n'aime pas la chaleur. Le testicule a une température inférieure à la température corporelle. Plus vous emprisonnez le testicule dans une enveloppe chaude, plus sa qualité de production va se dégrader. Donc, le message est clair. Les femmes doivent aider les hommes à libérer leurs testicules quand ils dorment la nuit et ne pas les emprisonner dans un boxer ou bien dans des tenues de sport pour dormir. Et qu'est-ce que les femmes doivent faire à ce niveau-là? Il faut échanger avec le conjoint parce que ça pourrait donc dégrader la qualité. Donc tous les deux doivent dormir ensemble nus? Non, je ne dis pas ça. Je parle de santé de l'homme. Okay. Il est important que les hommes puissent porter des sous-vêtements qui soient aérés pour ne pas emprisonner le testicule. C'est pareil que les conducteurs. Si vous passez 24 heures à conduire, votre travail c'est de la conduite, vous devez, quand vous rentrez à la maison, libérer donc votre organe génital pour que ça puisse éviter la chaleur. Sinon, vous risquez donc de perturber la spermatogénèse. Voilà qui est bien dit, on s'arrête là pour aujourd'hui. On allait très vite, il y a tellement de choses à dire. Merci à vous, professeur Charlemagne Ouedraogo. Vous l'avez échappé belle, hein? Les bagues on en remettra plus tard, oui, avec plaisir. Je vais vous en donner une quand même. Hein. Paraît que ça coûte une fortune, c'est vrai? Non, c'est mes bagues, vous pouvez acheter, c'est pas hors de votre portée. Dites-nous, une bague coûte combien en or? Non, prenez le coût de l'or au Burkina. Il y a une personne qui m'a dit une fois en 2000, il y a 3 ans, que ça faisait au minimum 1 million de francs CFA. L'or a de la valeur, ça c'est sûr. Donc, dans votre fortune, vous promenez avec sans doute? Non, ça me fait plaisir ça. Donc mes bagues, il faut les regarder comme ça et puis vous les laisser. Merci beaucoup, professeur Charlemagne Ouedraogo. Merci. Ainsi prend fin donc l'émission de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.